Bienvenue dans notre rubrique Souvenirs sur notre chaîne de podcast. Aujourd'hui, alors que les lumières de la ville cèdent peu à peu la place à des instants de calme et de réflexion, je vous invite à embarquer dans notre machine à remonter le temps, direction les années 80, à la fois tumultueuse et sublime. Lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, l'équipe nationale algérienne, affectueusement surnommée les Fennecs, a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant une page d'histoire incroyable. Composée d'une génération de joueurs exceptionnellement talentueux et dotés d'un style de jeu offensif et flamboyant, alliant la spontanéité sauvage du continent africain à l'élégance technique européenne, elle a non seulement remporté un succès retentissant, mais est aussi devenue un souvenir inoubliable pour toute une génération de passionnés de football. Malgré un groupe particulièrement difficile avec le Brésil, l'Espagne et l'Irlande du Nord, leur performance est restée un modèle de courage. Mais derrière ces moments de gloire sur les pelouses ensoleillées d'Amérique du Nord, cette année-là, se cachaient des individus, chacun avec son propre destin. 4 décennies ont passé et le temps a marqué leur vie de ses hauts et de ses bas. Certains ont continué à atteindre des sommets fulgurants. D'autres ont choisi une voie plus paisible après avoir troqué leur maillot trempé de sueur, et d'autres encore ont vu leur parcours interrompu par des tragédies déchirantes. Fermons les yeux, écoutons le pouls du passé et remémorons-nous les parcours de vie exceptionnels des 12 joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée algérienne cette année-là. En ouvrant cette chronique, impossible de ne pas évoquer un symbole, une légende, Rabat Majer. À 28 ans, lors de la Coupe du Monde 1986, cet attaquant né en 1958 portait sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Au sein de l'équipe d'Algérie, Majer était un redoutable buteur dans la surface de réparation, l'âme des attaques éclairs. Dribbles acrobatiques et techniques, intelligence de jeu et sens du but indéniable. Il a marqué les esprits. Au sommet de sa carrière, Majer a brillamment illustré le courage d'un joueur d'exception, lui qui, 4 ans auparavant, avait stupéfié le monde en marquant contre l'Allemagne de l'Ouest. Après ce succès retentissant et les leçons tirées de la Coupe du Monde, la carrière de Majer a pris son envol et l'a propulsé au panthéon des légendes. Le tournant décisif de sa vie est survenu lorsqu'il a enfilé le maillot du FC Porto, géant portugais. Nul doute qu'aucun passionné de football n'ait jamais oublié la finale de la Coupe d'Europe 1987. Face au Bayern Munich, Majer réalisa une talonnade magistrale, un geste magique que le monde du football baptisa par la suite le talon Majer. Le titre de joueur africain de l'année 1987 fut une récompense inestimable pour cet effort extraordinaire. Cependant, sa carrière ne fut pas un long fleuve tranquille. Il connut également des périodes de déclin et une pression intense du public, notamment lors de ses passages à Valence et dans des clubs qataris vers la fin de sa carrière. Pourtant, il resta toujours serein face à l'adversité. Dans sa vie privée, Majer est un homme de famille. Il sut concilier avec tact la célébrité et sa vie personnelle. Il éleva son fils, Lotfi Majer, pour qu'il devienne footballeur professionnel, et même face aux polémiques liées au choix de Lotfi de jouer pour l'équipe nationale qatari plutôt que pour son pays, Majer défendit sa famille avec un amour inconditionnel. Ce qui est le plus frappant, c'est le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. L'image d'un artiste spontané et flamboyant sur le parquet semblait en totale contradiction avec sa personnalité hors des terrains. Sur le terrain, il était fougueux et aimait tracer des lignes originales. Dans la vie, Rabat est un homme calme et réservé, nourrissant de profondes réflexions philosophiques sur le développement du football de son pays. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses crampons, Rabat Majer, à 68 ans, se consacre à une carrière d'entraîneur et est l'un des commentateurs les plus respectés du monde arabe. Son parcours témoigne d'une persévérance sans faille. Parti des bidonvilles de Hussein Dey pour atteindre les sommets du football mondial, il continue d'inspirer avec force la jeune génération de joueurs.
Pour que les attaquants talentueux puissent s'exprimer pleinement, l'équipe algérienne avait besoin d'un grand stratège pour orchestrer le jeu. Telle fut la mission d'Ali Fergani. Bien qu'en 1986, à 34 ans, le temps ait commencé à ralentir les pas de ce capitaine né en 1952, son influence en tant que leader spirituel de toute une génération dorée était indéniable. Durant ses meilleures années, dans les années 80, Fergani était l'âme du milieu de terrain, le pilier et celui qui reliait tous les joueurs. Doté d'une vision tactique hors pair, d'une précision chirurgicale dans ses passes et du sang-froid d'un général, il a laissé derrière lui l'exemple parfait du grand milieu de terrain central. Après avoir consacré ses années de joueur au NA Hussein Dey et à la GS Kabylie, Fergani a entamé une nouvelle page encore plus brillante sur le banc de touche. Il est devenu un tacticien de talent, menant l'équipe nationale algérienne à la victoire lors de la CAN 1990 en tant qu'adjoint, puis occupant à plusieurs reprises le poste d'entraîneur principal de l'équipe nationale ainsi que de clubs en Tunisie et dans son pays natal. La vie personnelle de Fergani est un modèle d'intellect et de discipline. Peu de gens savent qu'en parallèle de sa carrière de footballeur, il a également poursuivi des études et obtenu un diplôme d'ingénieur en architecture. Il a élevé sa famille avec un amour profond et des principes solides. Il a enseigné à ses enfants que le football est une passion, mais que le savoir est la voie de l'épanouissement personnel. Le lien entre le terrain et la vie de Fergani est véritablement harmonieux. L'image d'un penseur, d'un architecte façonnant le style de jeu sur le terrain s'est parfaitement intégrée à sa vie lorsqu'il est devenu architecte de métier, tout en étant un stratège élaborant des tactiques pour les équipes de football. Aujourd'hui, après s'être retiré des feux de la rampe, Ali Fergani, à 74 ans, mène une vie respectable et apparaît fréquemment à la télévision comme un consultant analytique perspicace. Son parcours témoigne d'un sang-froid à toute épreuve et d'une grande générosité, et il continue d'être un phare guidant des générations de jeunes joueurs aspirant à s'élever par l'intellect. En reculant dans le camp adverse, on se heurte à des murs de pierre. Le cœur de la défense cette année-là était Nordin Kurici. Entrant en Coupe du Monde à 32 ans, ce défenseur central né en 1954 incarnait la force physique et le courage. Kurici avait un parcours particulier. Né en France, il avait répondu à l'appel de sa terre natale pour servir l'Algérie. Sur le terrain, il était un roc en défense, toujours en première ligne face aux assauts de superstars comme le Brésilien Careca ou l'Espagnol Emilio Butragueño. Avec sa taille imposante, son jeu aérien redoutable et son esprit combatif, Kurici, à 32 ans, a courageusement démontré la solidité de la défense nord-africaine. Après le tournoi de 1986, Kurici a continué à évoluer dans le football français sous les couleurs de clubs comme Lille ou Valenciennes. Il a joué sans relâche jusqu'à ce que ses jambes ne lui répondent plus, puis s'est tourné en douceur vers l'entraînement. La vie de Kurici est un cheminement vers la découverte de soi. Né en Europe, mais d'origine africaine, il a acquis une vision du monde très large. Il a consacré beaucoup de temps à des actions de solidarité auprès des personnes d'origine arabe en France, aidant les jeunes immigrés à s'intégrer grâce au sport. Il mène une vie paisible, rarement bruyante, et chérit les valeurs familiales. Le lien entre le terrain et la vie de Kurici est une image inspirante et cohérente. L'image d'un héros méconnu, toujours prêt à protéger ses coéquipiers sur le terrain, s'est naturellement intégrée à sa vie lorsqu'il est devenu entraîneur, protecteur de jeunes joueurs isolés en terre étrangère. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses crampons, Nordin Kurici, à 72 ans, se consacre au conseil sportif et profite de sa retraite auprès de ses enfants et petits-enfants. Son parcours témoigne d'un magnifique carrefour culturel où l'amour du football crée un pont qui abolit toutes les frontières. Partageant l'ardeur offensive avec Ménade, un nom allait devenir le cauchemar de nombreux latéraux de l'époque. Salah Assad.
À l'été 1986, à 28 ans, cet ailier gauche né en 1958 apporta un vent de fraîcheur et de puissance. Sur le flanc gauche, Assad s'imposait comme une arme redoutable, une arme secrète capable de surprendre. Remarquable par ses dribbles déroutants, notamment le Goraf, une variante de l'élastico dont il fut le pionnier, et sa vitesse fulgurante, Assad laissa une empreinte indélébile. À 28 ans, sa confiance en lui témoignait d'une audace sans faille face aux plus grands. Après des performances exceptionnelles sur la scène internationale, Assad attira l'attention des clubs européens. Il connut des années fastes au FC Mulhouse, enchaînant les buts, et porta brièvement le maillot du prestigieux Paris Saint-Germain. Cependant, sa carrière européenne ne fut pas aussi brillante qu'espérée, en raison de blessures à répétition et des restrictions réglementaires du football algérien de l'époque, qui imposaient une limite d'âge aux joueurs souhaitant évoluer à l'étranger. Malgré ces obstacles, Assad ne s'est jamais plaint. Dans sa vie privée, il portait en lui les valeurs de la Kabylie, région montagneuse réputée pour sa force de caractère et son respect de soi. Après sa retraite sportive, il mena une vie simple, créant de petits commerces et se tenant à l'écart des médias. Sa principale préoccupation était d'enseigner la vie et le football aux adolescents des quartiers défavorisés d'Alger. Sa carrière fut un paradoxe fascinant. Sur le terrain, il était un joueur flamboyant, toujours prêt à humilier ses adversaires par sa technique hors du commun. Mais dans la vie, Salah Assad était un homme réservé, calme et contemplatif. Aujourd'hui, à 68 ans, après avoir raccroché ses crampons, Salah Assad coule des jours paisibles en famille et participe occasionnellement à des programmes de formation de jeunes talents. Son parcours témoigne du fait que le football est véritablement un art, et les lignes du ballon qu'il a dessinées continuent d'inspirer les âmes assoiffées de la beauté du roi des sports. Associé à Kourichi, Mahmoud Guendouzi formait un rempart infranchissable devant le but. Cet été-là, ce défenseur central, né en 1953, avait 33 ans, un âge où la ruse et l'expérience étaient reines. Au sein de l'équipe, Guendouzi était un roc défensif, un leader doté d'une intelligence tactique hors pair. Il a disputé l'intégralité des Coupes du Monde 1982 et 1986, un record qui témoigne de son incroyable endurance. Avec un style de jeu intransigeant, des tacles précis et une maîtrise défensive remarquable, il offrait une sérénité absolue à ses coéquipiers en attaque. Les performances de Guendouzi dans la dernière partie de sa carrière ont brillamment illustré la volonté de fer d'un homme qui refusait de se laisser abattre par l'âge. Après la Coupe du Monde, Guendouzi a tenté sa chance sur la scène européenne sous le maillot du club français de Martigues avant de rentrer en Angleterre pour terminer sa carrière à la GS El Bihar. Mais le football était devenu une véritable passion et il lui était impossible de quitter les terrains. Il s'est lancé dans le coaching, s'embarquant pour de fascinantes aventures dans des clubs du Liban et des Émirats arabes unis. La vie personnelle de Guendouzi est jalonnée de voyages incessants. D'un esprit ouvert, il aime découvrir de nouvelles cultures, tout en conservant le stoïcisme et le sérieux d'un gardien de temple. Malgré les nombreux hauts et bas de sa carrière d'entraîneur, il n'a jamais perdu confiance en lui. Sur le terrain, il était un homme dur, parfois froid et impitoyable envers les attaquants adverses. Dans la vie, Guendouzi est une personne directe, un peu stricte, mais toujours indulgente envers ses élèves. Aujourd'hui, après de nombreuses années de dévouement, Mahmoud Guendouzi, à 73 ans, coule des jours paisibles, loin des pressions invisibles du monde tactique. Son parcours témoigne d'un dévouement discret mais exceptionnel, et son esprit ardent continue d'inspirer les jeunes défenseurs à travers l'Algérie. Aux côtés de l'élégance de Belloumi et de la finesse de Madjer, l'attaque algérienne de cette année-là comptait également dans ses rangs une véritable machine à but, Djamel Menad. Cet attaquant, né en 1960, participa à la Coupe du Monde 1986 à seulement 26 ans, l'âge où il débordait de vitalité.
Au sein de cette équipe, Ménade était un joueur d'une précision chirurgicale, un gardien toujours à l'affût du moindre but dans la surface de réparation. Doté d'une endurance physique hors du commun, de frappes tonitruantes et d'un esprit combatif digne d'un guerrier, il terrorisait constamment la défense adverse. Bien que sa performance au Mexique n'ait pas permis à son équipe de se qualifier pour le tour suivant, elle a courageusement démontré l'ambition d'une étoile montante. Après ce tournoi, Ménade entra véritablement dans la période la plus brillante de sa carrière. Il rejoignit la France pour jouer à Nîmes, inscrivant d'innombrables buts importants avant de conquérir le Portugal sous les couleurs de Famalicão et de Belenenses. Son apogée fut atteinte en 1990, lorsqu'il devint meilleur buteur et mena l'équipe nationale algérienne à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations CAN à domicile. Dans sa vie privée, Ménade était connu pour être un homme responsable, toujours dévoué à sa famille. Sa philosophie de vie était claire. La persévérance triomphe de tous les obstacles. Même après sa retraite, sa passion pour le football ne s'éteignit jamais. Il se reconvertit en entraîneur, dirigeant de nombreux clubs prestigieux en Algérie et occupant même le poste de directeur sportif de son ancien club, la GS Kabylie. Le lien entre le terrain et sa vie était indissociable. L'image d'un guerrier indomptable sur le terrain semblait s'être mystérieusement tissée dans son existence. Aussi agressif et féroce sur le terrain, il était tout aussi dévoué, sérieux et profondément passionné par le football dans la vie. Même à un âge avancé, les supporters le voyaient encore fréquemment sur le terrain d'entraînement, partageant son expérience précieuse avec la jeune génération, tel un père respecté du football national. Cependant, ce parcours exceptionnel, qui semblait interminable, s'est brutalement interrompu. Le 22 mars 2025, Djamel Ménade s'est éteint à l'âge de 64 ans des suites d'une maladie foudroyante. Son décès a laissé un vide immense dans le cœur des supporters, qui n'étaient pas encore prêts à faire leurs adieux à une légende. Son héritage ne se limite pas à un titre de champion historique et à des buts mémorables. Il témoigne d'une vie entièrement consacrée au football jusqu'à son dernier souffle. Si la défense centrale était incarnée par la férocité de Guendouzi, sur le flanc gauche, l'équipe possédait un calme imperturbable nommé Fawzi Mansouri. Ce latéral, né en 1956, est arrivé au Mexique en 1986, à peine âgé de 30 ans. Au sein de cette grande équipe, Mansouri était un latéral subtil, celui qui rythmait le jeu défensif et décochait parfois des passes millimétrées pour lancer des contre-attaques. Doté d'une intelligence défensive remarquable, d'un placement toujours judicieux sans avoir à déployer une force excessive et d'une diligence à toute épreuve, il a apporté une contribution discrète mais immense. L'arrivée de Mansouri à Trent Hunt était un parfait exemple de stabilité et de fiabilité. Après avoir brillé en équipe nationale, Mansouri a poursuivi sa carrière en France, où il s'est illustré sous les couleurs de Montpellier et de Nîmes. C'était un joueur rare, à l'abri des scandales, se concentrant pleinement sur son métier et sa carrière. Après avoir pris sa retraite des terrains, il décida de rester en France, choisissant une vie loin des projecteurs. Il gérait une petite entreprise, prenait soin de sa famille et n'apparaissait qu'occasionnellement lors de réunions d'anciens joueurs. Sa vie privée était empreinte de simplicité et de douceur, à l'image de son style de jeu. Le parallèle entre son rôle sur le terrain et sa vie réelle était frappant. Un héros discret sur le terrain, laissant la vedette aux attaquants, et un homme calme et humble au milieu du tumulte de la vie. On aurait pu croire que cette vie paisible s'écoulerait simplement dans la joie et la bonne humeur de ses enfants et petits-enfants. Pourtant, ce chemin paisible dut s'achever dans une douleur indicible. Le 18 mai 2022, Fawzi Mansouri rendit son dernier souffle à l'âge de 66 ans après un long et courageux combat contre une grave maladie. Son départ laissa un grand vide dans le cœur de ses anciens coéquipiers et de ses supporters. L'héritage qu'il a laissé derrière lui n'est ni tapageur,
ni flamboyant. C'est une profonde leçon de dévotion, d'humilité et de noblesse d'une vie pleinement vécue avec passion. Lorsqu'on évoque les stars de cette année-là, Abdelkader Ferhaoui, également connu sous le nom de Kader Ferhaoui, est l'un des noms les plus prometteurs. Né en 1965, Ferhaoui n'avait que 21 ans à son arrivée au Mexique, un talent brut qui attendait son heure de gloire. Au sein d'une équipe composée de vétérans aguerris, Ferhaoui a insufflé jeunesse, soif de victoire et une énergie inépuisable au milieu de terrain. Bien qu'il n'ait pas encore été un acteur majeur de cette Coupe du Monde, sa maîtrise technique, son agilité et sa vision moderne du football ont fait naître de brillants espoirs pour l'avenir du football nord-africain. À son retour du tournoi, la carrière de Ferhaoui a véritablement décollé en championnat de France. Il est devenu un symbole du club de Montpellier, remportant de nombreux titres, dont la Coupe de France. Avec plus de 340 matchs disputés dans les divisions supérieures françaises, il est devenu l'un des joueurs algériens les plus titrés d'Europe à cette époque. La vie personnelle de Ferhaoui porte également la marque de ce riche brassage culturel. Il a fondé une famille en France et a eu un fils, Ryan Ferhaoui, qui a ensuite suivi les traces de son père pour devenir footballeur professionnel. Bien que possédant la double nationalité franco-algérienne, Ferhaoui a toujours gardé le cœur tourné vers son pays d'origine. Père exemplaire, il partage ses propres expériences, bonnes et mauvaises, pour inculquer la patience à ses enfants. Sa carrière et sa personnalité présentent une étrange similitude. Sur le terrain, il était élégant, souple et créatif. Dans la vie, c'est aussi un homme moderne, capable de s'adapter rapidement à toutes les situations et de transformer les difficultés en opportunités. Aujourd'hui, à 61 ans, Abdelkader Ferhaoui mène une vie épanouie, se consacrant au coaching et transmettant sa passion aux jeunes générations dans les clubs français. Son parcours témoigne du pouvoir de l'intégration, où le football permet à un jeune issu de l'immigration d'affirmer sa valeur et d'atteindre le succès. Si Madjer était une épée précieuse, alors le forgeron qui a façonné les occasions de la manière n'était autre que Lakhdar Belloumi. À 27 ans, durant l'été 1986, ce milieu de terrain meneur de jeu, né en 1958, incarnait l'intelligence et la finesse. Au sein des Phénix, Belloumi était l'âme du milieu de terrain, doté d'une vision tactique avant-gardiste. Reconnu pour sa passe à l'aveugle, une invention de sa propre main, et pour son sang-froid redoutable face à l'encerclement adverse, il était le cœur même de l'équipe, orchestrant chaque battement de son jeu. Sa performance illustrait à la perfection l'image d'un véritable maestro. Après le tournoi, la vie et la carrière de Belloumi prirent un tournant radicalement différent de celui de ses coéquipiers partis à l'étranger. Malgré des offres mirobolantes de la Juventus, du FC Barcelone et même les éloges du roi du football, Pelé, Belloumi choisit de rester fidèle à sa patrie, l'Algérie. Des blessures cruelles, notamment une terrible fracture de la jambe suite à un tacle brutal en Libye, l'ont privé de la possibilité de jouer en Europe, mais elles n'ont pas pu altérer son amour pour son pays. Il est devenu un symbole de loyauté, remportant de nombreux titres nationaux avec le GC Mascara et le MC Oren. Côté vie privée, Belloumi menait une existence simple. Il se souciait peu des tentations du luxe et des projecteurs européens. Sa famille, sa patrie et les matchs de football amateur dans les quartiers défavorisés étaient ses sources de joie véritables. Il s'engageait fréquemment dans des actions sociales, apportant le football aux enfants défavorisés de Kabylie et du Sahara. Il est intéressant de s'interroger sur la manière dont son style de jeu et sa vie se sont si étroitement liés. Sur le terrain, il était un héros discret, s'effaçant pour laisser briller ses coéquipiers grâce à ses passes décisives millimétrées. Et dans la vie, Belloumi était exactement le même. Humble,
patient et toujours au service du collectif. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses crampons, Lakhdar Belloumi, âgé de 68 ans, coule des jours paisibles en famille dans sa ville natale et intervient occasionnellement comme conseiller auprès de la Fédération de football. Son parcours témoigne d'un amour profond pour sa patrie, un héritage indéfectible qui ne se mesure pas à l'aune de contrats mirobolants. Au milieu de terrain, Karim Maroc, joueur incarnant le football moderne, comblait les lacunes en mobilité. À l'été 1986, ce milieu de terrain né en 1958 venait de fêter ses 28 ans, l'âge idéal pour un footballeur. En équipe nationale, Maroc était un milieu box-to-box infatigable, un lien essentiel entre la défense et l'attaque. Doté d'une vision tactique aiguisée, de qualités individuelles typiquement européennes et d'une précision de passe remarquable, il apportait la fluidité nécessaire au jeu de son équipe. Le sang-froid de Maroc s'est révélé précieux face à l'immense pression des grandes équipes. Son parcours footballistique en France fut une aventure riche en émotions. Il passa la majeure partie de sa jeunesse sous les couleurs de grands clubs comme l'Olympique lyonnais et le Stade brestois, avant de terminer sa carrière dans son pays natal, au MC Oran, où il remporta un titre de champion de France historique en 1988. Côté vie privée, Maroc est une personne très ouverte, passionnée de voyages et d'échanges culturels. Bien que né en Algérie et ayant grandi dans le milieu du football européen, il a toujours su allier harmonieusement la rigueur occidentale et la créativité arabe. Après sa retraite de joueur, il s'est consacré à la transmission du savoir, participant à la formation des jeunes et dirigeant même l'équipe nationale algérienne des moins de 20 ans, partageant son précieux savoir-faire avec les jeunes espoirs. Sur le terrain, il était un travailleur acharné, récupérant et distribuant le ballon. Dans la vie, c'est aussi une personne ouverte et amicale, toujours à l'écoute et prête à encourager les autres. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses crampons, Karim Maroc, à 68 ans, coule des jours paisibles en famille et foule encore occasionnellement la pelouse lors de matchs caritatifs. Son parcours témoigne d'un amour pur pour le football, une passion qui brûle d'une flamme ardente et inextinguible.